Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce début de déconfinement. Une petite vidéo pour faire le point sur les différents types de dorsales, mais également sur l'évolution de la lithosphère océanique. Vous avez pu voir qu'il existe deux types de dorsales, celle qualifiée de rapide et celle qualifiée de lente. Les dorsales rapides sont retrouvées au milieu des océans, ayant une vitesse d'expansion comprise entre 10 et 16 cm par an, alors que les dorsales lentes sont retrouvées au centre des océans, ayant une vitesse d'expansion très faible de l'ordre de 1 à 5 cm par an. Les morphologies de ces deux dorsales sont différentes. Regardez pour la dorsale rapide, tout au bout ici. Eh bien, ces dorsales vont présenter un bombement axial, c'est-à-dire un relief sous-marin positif au niveau de l'axe de la dorsale. C'est tout l'inverse pour les dorsales lentes, qui elles vont présenter au niveau de l'axe de la dorsale ce que l'on appelle une vallée axiale. Autrement dit, on a ici une dépression, un fossé bien marqué et profond au niveau de l'axe de la dorsale. D'ailleurs, ce fossé est également appelé rift. Dans les deux cas, on retrouve des failles normales qui affectent les roches de la croûte océanique. Les failles normales sont des marqueurs tectoniques de zones soumises à des contraintes en extension. En effet, les zones de dorsale sont des frontières de plaques en divergence. Lorsque le bloc de roche situé au-dessus du plan de faille est déplacé vers le bas, par rapport donc au bloc situé en dessous du plan de faille, eh bien il s'agit d'une faille normale. Les failles normales qui apparaissent donc lorsque les terrains sont soumis à des contraintes en extension induisent un étirement, un amincissement des terrains, ce qui est typique des zones de dorsale. Les empilements de roches qui constituent la lithosphère océanique varient d'une dorsale à l'autre. Pour une dorsale rapide, on va retrouver un empilement de roches typiques des lithosphères océaniques qui sont souvent prises comme référence. À savoir, on va retrouver en surface des basaltes en coussin, puis en dessous des gabbros avec des filants de basalte, en dessous des gabbros qui recouvrent une autre couche de péridotite. Concernant la lithosphère océanique formée au niveau des dorsales lentes, ici la croûte océanique est peu épaisse, voire absente. Les mouvements de divergence font que les péridotites apparaissent alors à la surface. Elles vont se retrouver fortement transformées car en contact avec l'eau de mer, on parle alors de péridotites serpentinisées. D'une façon variable d'un endroit à l'autre, on va retrouver en surface quelques basaltes en coussin et en profondeur quelques lentilles de gabbro. Le mot se situe alors entre les péridotites serpentinisées, avec ou sans inclusion de gabbro, et les péridotites non transformées. Une activité magmatique différente explique les particularités constatées entre ces deux dorsales. En effet, pour les dorsales rapides, on va constater une activité magmatique continue, avec en profondeur la formation d'une chambre magmatique, elle-même alimentée par des remontées de péridotites asténosphériques qui permettent leur fusion partielle. C'est tout l'inverse pour une dorsale lente, où l'activité magmatique va être réduite et discontinue dans le temps, mais également dans l'espace le long de l'axe de la dorsale. La région étant soumise à des contraintes en extension. Cette région va donc s'étirer, s'amincir, avec pourtant une faible formation de croûte océanique. Cela explique pourquoi les péridotites sont mises à nu dans ces régions. Peu importe le type de dorsale, c'est à leur niveau que se forme de la nouvelle lithosphère océanique. Et comme nous l'avons déjà vu, cette nouvelle lithosphère océanique, au cours du temps, va ensuite s'écarter de l'axe de la dorsale. Et au cours de son écartement, cette lithosphère océanique va subir des modifications physiques et des modifications chimiques. Faisons à présent le point sur les modifications physiques qui affectent la lithosphère océanique au cours du temps. On peut modéliser l'évolution de l'épaisseur de la lithosphère océanique en fonction de son âge. En effet, on sait plusieurs choses. La première, c'est que les transferts de chaleur s'effectuent par conduction au niveau de la lithosphère océanique. Par ailleurs, on sait qu'au cours du temps, la lithosphère océanique refroidit. D'ailleurs, le flux thermique au niveau du plancher océanique devient de moins en moins important au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'axe de la dorsale. Par ailleurs, on sait également que la limite inférieure de la lithosphère, c'est l'isotherme 1300 degrés. C'est la limite entre la lithosphère et la sténosphère. Je vous le rappelle, on a défini cette limite thermique puisque au-delà, les péridotites ont un comportement différent, il est ductile. On est alors dans la sténosphère. Une relation mathématique permet alors de relier l'âge de la lithosphère à son épaisseur. Alors, la première chose que l'on comprend grâce à ce modèle, qui nous permet de simplifier un peu la réalité, c'est que la lithosphère océanique s'épaissit au cours du temps.
Cet épaississement ne peut pas être lié à l'augmentation de l'épaisseur de la croûte océanique. En effet, cette dernière se forme par magmatisme au niveau de l'axe de la dorsale. Donc, lorsque cette croûte océanique formée s'éloigne progressivement de l'axe de la dorsale, elle ne peut pas s'épaissir. De nouvelles roches, basaltes, gabbros, ne peuvent pas se former. Ainsi, si la lithosphère océanique s'épaissit, c'est parce que la fraction de manteau lithosphérique s'épaissit au fur et à mesure que la lithosphère devient âgée. Autrement dit, l'isotherme 1300 degrés devient de plus en plus profond au fur et à mesure que la lithosphère océanique vieillit. Vous l'avez compris, la lithosphère océanique s'épaissit par ajout de manteau lithosphérique par sa base. L'isotherme 1300 degrés, qui sépare la lithosphère de la sténosphère, devient donc de plus en plus profond. Ceci va avoir une conséquence sur l'évolution de la densité globale de la lithosphère océanique. En effet, suite à l'ajout progressif au cours du temps de manteaux lithosphériques denses, la lithosphère océanique devient de plus en plus dense à mesure qu'elle vieillit. Comme la lithosphère océanique repose en équilibre sur la sténosphère, la lithosphère, donc, au cours de son vieillissement, s'enfonce de plus en plus dans la sténosphère. Cela conduit à avoir un océan de plus en plus profond à mesure que l'on s'éloigne de l'axe de la dorsale. Ça veut dire que l'épaisseur de la tranche d'eau située au-dessus de la lithosphère est de plus en plus importante à mesure que l'on s'éloigne de l'axe de la dorsale. Alors, si on regarde d'ailleurs l'évolution de la densité de la lithosphère océanique au cours du temps par rapport à celle de la sténosphère, on constate qu'au bout d'un moment, ici, environ 60 millions d'années, dans notre modèle, la lithosphère océanique possède une densité plus importante que la sténosphère. À partir de ce moment-là, l'équilibre est rompu et théoriquement, la lithosphère océanique peut plonger, couler dans la sténosphère, c'est-à-dire entrer en subduction. Nous avons déjà vu ce concept de subduction. Néanmoins, c'est un âge théorique, puisqu'en réalité, la lithosphère océanique ne va pas rentrer immédiatement en subduction, puisqu'elle peut être rattachée à de la lithosphère océanique plus jeune et donc moins dense, ou à de la lithosphère continentale moins dense, qui vont agir comme des flotteurs et vont retarder le moment où la lithosphère océanique va rentrer en subduction et donc plonger dans la sténosphère. Ce modèle général qui permet de comprendre comment la lithosphère océanique évolue au cours du temps peut néanmoins être précisé. Regardons par exemple les roches qui se situent à proximité de la dorsale, dans les 100 premiers kilomètres. Les roches, qui constituent la partie superficielle de la lithosphère océanique, voient leur densité modifiée au cours du temps. La densité des péridotites, la densité des gabbros situés proches de la dorsale diminue au cours des premiers kilomètres. Malgré cette diminution de densité des roches superficielles de la lithosphère océanique, la densité globale de cette lithosphère océanique augmente néanmoins avec le temps par ajout en profondeur de manteaux lithosphériques denses. La lithosphère océanique subit également des transformations chimiques. Elle est en effet en contact permanent avec l'eau de mer. Au niveau des dorsales, l'eau de mer va alors s'infiltrer au niveau des fractures présentes dans le plancher océanique. L'eau va interagir avec les roches, se réchauffer et ressortir à plus de 300 degrés au niveau des structures que l'on appelle les fumeurs noirs. On parle de circulation hydrothermale. Au cours de son voyage, l'eau de mer s'appauvrit en chlore, en sodium, en soufre, en magnésium et s'enrichit en calcium, potassium, silice, fer, manganèse, des éléments captés aux roches de la lithosphère océanique. Leur refroidissement, mais également leur hydratation, induisent la transformation des roches à l'état solide. C'est ce que l'on appelle le métamorphisme. Les basaltes, les gabbros, les péridotites superficielles de la lithosphère océanique se retrouvent donc métamorphisés par ce que l'on appelle un métamorphisme hydrothermal. À présent, quelques mots sur cette notion de métamorphisme. Le métamorphisme correspond aux modifications structurales et minéralogiques d'une roche à l'état solide lorsque celle-ci est soumise à des conditions de température et de pression différentes de celles de sa mise en place. Ou alors lorsqu'il y a circulation de fluides dans la roche, comme par exemple de l'eau de mer. À l'état solide signifie que la roche va se transformer sans passer par une étape de magma. Il n'y a pas la fusion de la roche, puis une cristallisation d'un magma formé. Intéressons-nous ici aux transformations minéralogiques qui ont lieu lors du métamorphisme. Vous le savez, une roche est une association de minéraux. Une association minérale est stable dans des conditions de pression, température et hydratation données.
Si ces conditions de température, de pression, d'hydratation changent, l'association minérale devient instable. Les éléments qui constituent ces minéraux vont alors se réarranger et on va observer l'apparition d'une nouvelle association minérale qui sera donc stable dans ces nouvelles conditions de température et de pression et d'hydratation. Prenons un exemple simple. Une association de deux minéraux A et B stable à une pression et à une température donnée. Si l'association est portée à une température plus faible, celle-ci va devenir instable. Un nouveau minéral C, stable dans ces nouvelles conditions de température et de pression, va alors se former à partir de l'association initiale. Alors il est important de préciser que cette transformation s'opère à l'état solide. Le minéral C est un minéral néoformé suite au métamorphisme de la roche. Les transformations minéralogiques du métamorphisme sont très lentes. C'est pourquoi on peut retrouver encore les minéraux A et B qui seront alors qualifiés de minéraux reliques lorsque l'ensemble des éléments des minéraux A et B ne se sont pas réorganisés en minéral C. Les domaines de pression et de température dans lesquels une association minérale est stable est appelée faciès métamorphique. Prenons l'exemple d'un gabbro. Un gabbro va se former par cristallisation d'un magma lorsque la température devient inférieure à 1100 degrés. Cette cristallisation a lieu environ à 10 km de profondeur. Ce gabbro est constitué de pyroxène et de plagioclase. À cette température et à cette pression, l'association minérale est stable. Notre gabbro se trouve alors dans le faciès métamorphique des granulites. Les circulations hydrothermales induisent ensuite un refroidissement et une hydratation du gabbro. Entre 500 et 700 degrés, toujours à 10 km de profondeur, l'association minérale initiale plagioclase plus pyroxène n'est plus stable. Ces deux minéraux plus de l'eau vont réagir ensemble et permettre la formation d'un nouveau minéral. Il s'agit de l'hornblende, un minéral qui est hydraté. Notre gabbro se trouve alors dans le faciès métamorphique des amphibolites. Il s'agit donc non plus d'un gabbro mais d'un métagabbro du faciès amphibolite. Avec le temps, les circulations d'eau de mer dans les roches se poursuivent et la roche continue à se refroidir. Lorsqu'elle est entre 100 et 500 degrés, les éléments qui constituent le plagioclase et l'hornblende ne sont plus stables, vont réagir ensemble et donner naissance à deux nouveaux minéraux hydratés. Il s'agit de la chlorite et de l'actinote. Notre métagabbro est alors un métagabbro du faciès schiste vert. Le nom schiste vert n'est d'ailleurs pas un hasard, puisque la chlorite et l'actinote sont deux minéraux qui ont une couleur verte et qui confèrent du coup au métagabbro une couleur verte. Les circulations hydrothermales affectent également les basaltes. Cela n'a pas été représenté par souci de clarté sur le schéma. Néanmoins, les basaltes sont transformés dans un premier temps en métabasaltes du faciès amphibolite, puis des métabasaltes du faciès schiste vert. Enfin, les péridotites les plus superficielles, notamment celles qui sont en contact avec les gabbros, sont aussi affectées par le métamorphisme hydrothermal et donc par les circulations d'eau de mer. Notre péridotite, qui initialement est formée d'olivine et de pyroxène, va se retrouver métamorphisée en métapéridotite dans le faciès des amphibolites. C'est notre fameuse péridotite serpentinisée qui contient donc ce minéral, la serpentine, un minéral riche en eau. Puis notre péridotite va être métamorphisée en métapéridotite dans le faciès des schistes verts. C'est ce que l'on appelle la fameuse serpentinite, une roche qui est essentiellement constituée de ce minéral hydraté qu'est la serpentine. La composition minéralogique des roches de la croûte océanique, mais également des péridotites du manteau lithosphérique superficiel, vont se modifier au cours du temps suite aux circulations d'eau de mer. Ces transformations ayant lieu à l'état solide sont qualifiées de transformations métamorphiques. Les roches, formées initialement de minéraux anhydres, vont alors s'hydrater en même temps qu'elles se refroidissent. Reprenons les éléments qui sont à connaître concernant l'évolution de la lithosphère océanique au cours du temps. Premièrement, la lithosphère océanique refroidit et s'épaissit en s'éloignant de la dorsale. L'épaisseur de la croûte océanique reste stable au cours du temps, environ 7 km, alors que le manteau lithosphérique s'épaissit au cours du temps. Autrement dit, l'isotherme 1300 degrés devient de plus en plus profond au cours du temps. Ensuite, si la densité des roches superficielles de la lithosphère océanique diminue légèrement au cours du temps, la densité globale de la lithosphère océanique augmente par épaississement du manteau lithosphérique. Ensuite, cette augmentation de densité induit un enfoncement progressif de la lithosphère océanique dans la sténosphère.
Le refroidissement de la lithosphère océanique est essentiellement lié aux circulations hydrothermales à proximité des dorsales. Les roches de la partie superficielle de la lithosphère océanique vont se retrouver transformées. On parle de métamorphisme hydrothermal suite aux circulations d'eau. Et donc des nouvelles associations minérales apparaissent avec des minéraux hydratés. Et donc les roches deviennent de plus en plus riches en eau. La lithosphère océanique la plus ancienne est âgée d'environ 180 millions d'années. En effet, au-delà d'un certain temps, la lithosphère océanique devient si dense qu'elle plonge dans la sténosphère. On dit qu'elle entre en subduction. Vous allez justement travailler sur ces zones de subduction. Mais juste avant de commencer l'activité suivante, cliquez ici afin de lancer l'introduction. Ce sera l'occasion de faire le point sur ce que vous connaissez déjà de ces zones de convergence.